La saison du podcast RPM avance et mon doux que je suis content de continuer ça avec vous. Vous retrouvez à chaque semaine pour avoir une bonne discussion, avoir une bonne jasette avec des invités. Ben, c'est un vrai privilège pour moi de faire ça. Et je vous remercie beaucoup d'être à l'écoute du podcast RPM. Je veux aussi toujours prendre le temps de remercier les gens qui présentent le podcast Automobile en direct. C'est grâce à vous qu'on peut le faire. Donc, tu sais, si j'additionne les gens qui l'écoutent et le partenaire, on a ce beau podcast-là qui existe. Donc, merci énormément d'être là. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Mélanie Villeneuve. C'est la fille du pilote de F1, le pilote automobile connu mondialement, Gilles Villeneuve. On va discuter ensemble de son propre amour pour l'automobile. On veut se souvenir aussi on va aller voir dans sa tête les souvenirs qu'elle a de son père. On veut aller parler avec elle aussi de comment elle voit la course automobile aujourd'hui, la F1. Est-ce que ça ressemble à ce qu'elle a déjà connu? Est-ce que ça a évolué? Où est-ce qu'on est rendu avec ça? Et je pense qu'on va avoir une conversation qui va être extrêmement intéressante. La beauté, c'est que ça s'en vient dans les prochaines minutes. Là, restez branchés. Ça suit tout de suite ce défi automobile en direct que je fais avec Samuel Lessard. Sam, aujourd'hui, défi spécial. Lequel? On rentre dans le théâtre d'été. Je prends un persona. D'accord. Et je suis quelqu'un qui recherche un VUS. OK. Bon, à la base, ça devient compliqué. Oui. Par contre, je suis quelqu'un de raffiné. OK. Je veux quelque chose de luxe. OK. En bon français, là, je veux braguer avec mes invités. OK, tu veux braguer. Donc, il faut que ça soit un véhicule qui soit beau à regarder. Il faut que ça soit beau. Il faut que ça a l'air riche. Je veux quelque chose que les gens se disent, il a réussi. Oui, oui, OK. J'ai 50 000 de budget. Ben, quand même pour un budget l'usager, qui se tient. quand même, je trouve ça de l'allure aussi. Ouais, c'est un budget qui se peut. Mais tu sais, je suis ouvert à aller mettre un petit peu plus. OK. Ou un petit peu moins. OK. Si je mets moins, moi, la Caillou Coco. OK. Ah oui, c'est ça. Aussi avec la simple balance. que ça. OK. Ben, regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut partir directement en se mettant un type de carrosserie. Toi, tu veux un VUS. Je veux un VUS. Fait qu'on va se mettre un type de carrosserie VUS. OK. Puis pour ce qui est de ton budget, ben on va se mettre entre 45 et 55. C'est bien fait quand même sur le site. On peut vraiment sélectionner tous ces filtres-là. Ouais, c'est super facile. Puis là, tu ajoutes des filtres, puis ça va te sortir juste les véhicules qui rentrent dans les critères que tu as. Tu vois, VUS entre 45 et 55 000, ça me donne 26 résultats quand même. Ça va bien? Fait qu'on a du choix, là. Bon, on a du Tesla Model Y 2022. Bon, ça, c'est dur de braguer avec ça parce qu'il y en a, comme dirait Luc Olivier, 13 à 12 ans. Il y en a vraiment beaucoup. BMW X5. Bon, ça, c'est un modèle qui, quand même paraît assez bien. Ben, c'est le logo aussi. T'as quand même un logo BMW. Quand même. Aussi, Audi Q8 Progressive Quattro 2021. Il y a du Land Rover. Ça brague. Oui, c'est sûr. C'est beau. Cadillac Escalade aussi 2020. Ça aussi, ça paraît bien. Tu sais, quand tu arrives avec ça chez quelqu'un, il me dit quand même. C'est bling-bling. T'as un Escalade, là, oui, tu sais. Oui. Alfa Romeo Stelvio, c'est un peu le même principe aussi. Lincoln Navigator. Porsche Macan. Oh! Ça te parle, ça, je suis sûr. Oui, ça me parle. Bon, quand même 52 000, 51 999. Ah, mais je suis capable, il n'y a pas de problème. Là. 67 000 kilomètres. Okay. C'est sûr que cette version-là, par exemple, est assez subtile en matière d'équipement, de couleurs, etc. Le modèle qu'on a trouvé, là, il est gris. C'est un gris charbon. Gris, foncé avec des roues bien ordinaires. Ouais. Mais en même temps, c'est sûr des roues, au pire, je peux investir un peu. T'avais jusqu'à 55 000 de budget, il te reste 3 000 de mettre des roues. Bah, je suis capable. T'es là, sans masse. Bon, ben parfait. Fait que non, ça pourrait être vraiment un bon choix, je pense. Là. Puis c'est sûr que il y a d'autres bons VUS comme un Genesis de GV80 2021, 4 cylindres, mais ça n'a pas encore le prestige qu'on désire. Non. Ça, mettons, je veux tu sais, ils sont beaux. Là. Moi, je trouve visuellement, je les trouve très beaux, ces VUS-là. Mais ça n'a pas encore le prestige pour dire que ma famille va faire il a réussi. Ouais. Là, le logo, pour moi, est important. Bon, fait que si on y va avec le logo, d'abord et avant tout, on va y aller avec un Porsche. Ben, Porsche Macan 2020, ça me semble être une très bonne option. Good. Ben, merci, Sam. Plaisir. Donc, c'est le moment d'officiellement lancer notre belle discussion à venir avec Mélanie Villeneuve. Salut, Mélanie. Salut. Comment ça va? Ça va super. Content de te recevoir au podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Premièrement, c'est un nouveau podcast. Je trouve ça cool. Je trouve ça le fun que tu sois là aussi. Tu sais, je veux prendre le temps aussi de revenir sur un élément important pour moi. Tu sais, on dit toujours... Mélanie Villeneuve, la fille de Gilles Villeneuve. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler avec Mélanie Villeneuve, point. Pas nécessairement juste la fille de l'autre. J'ai envie qu'on discute ensemble un peu de ta passion de l'automobile, qu'on parle un peu de où est-ce que tu te situes justement dans l'univers automobile, parce qu'on dirait que, tu sais, des fois, on a envie, quand on a un parent, dans ce cas-ci, qui est une vedette mondiale de l'automobile, on dirait qu'automatiquement, tu as l'étiquette automobile qui vient avec toi. Et j'ai envie de te poser la première question, à savoir, est-ce que toi, t'aimes ça, les voitures? D'une certaine manière, oui, j'adore ça conduire, j'adore la vitesse. Je pense que ça fait partie du DNA.
Mais bon, tu m'as posé la question il y a une trentaine d'années, quand j'étais jeune, début 18, 19, 20 ans. Là, j'étais un petit peu casse-cou avec mes voitures. Fun d'aller super vite, évidemment. Mais là, bon, je me suis un petit peu tranquillisée avec le temps. On approche on a la cinquantaine, fait qu'on prend ça plus relax. Mais c'est vrai, je suis née dans un univers d'automobile et oui, effectivement, Gilles. Mais il y avait aussi son frère Jaco, fait que ça faisait partie de la famille. Après ça, mon frère a fait de la course, évidemment. Fait que je suis comme... ce sont tous des satellites autour de moi qui vibrent de pas le choix, à m'amener, on dirait. Ouais. Tu as comme tellement eu du monde autour qui aimait la voiture. Ouais. Tu me parles de vitesse. Ouais. C'est ça qui t'allumait quand tu conduis une voiture? Oui, c'est parce que ça donne, ça donne de l'adrénaline. Ça fait un sentiment. C'est comme aller faire de manège. Quand tu prends une accélération avec une voiture qui accélère extrêmement rapidement avec beaucoup de torque, ça t'amène le cœur dans la gorge. Puis à quelque part, c'est sur ton corps réagit. Ouais. Fait que ça l'amène une sensation, mais je pense que ça fait partie de l'attrait, de la vitesse. Bon, ben clairement, t'es pas juste quelqu'un qui prend une voiture pour faire du point A au point B. Là. Clairement, je pense que t'aimes ça plus que la moyenne des gens partants. Ah, je pourrais pas. Peut-être. Peut-être. C'est correct, on dirait qu'on l'assume pas nécessairement, mais je suis content de savoir au moins que tu veux pas ton univers gravitait dans l'automobile, mais qu'au moins t'aimes ça minimalement parlant. Parce que j'ai déjà parlé avec des gens, puis je parlais avec quelqu'un qui était spécialisé, là, à vrai dire, son père était une vedette de patinage artistique. OK? Puis je parlais avec une de ses filles, puis elle me disait, tu sais, moi, j'en ai rien à faire là, du patin. Là, aucun intérêt. Ça m'intéresse pas pantoute. J'aime mieux aller jouer au ballon. Puis c'est correct. Dans le fond, tout le monde a le droit à son propre bonheur au bout de la ligne. Mais de savoir que t'aimes l'automobile, on dirait que je trouve ça plaisant. Puis, en sachant ça, c'est quoi la voiture la plus rapide que tu as déjà conduite dans ta vie? En fait, c'est récemment, c'est une Corvette. Ah oui? Oui, c'est une Corvette. C'est un des anciens grands chums de mon père. Puis je suis allée à Berthier récemment, cet été. Puis il y avait une Corvette, puis je pourrais pas dire c'est laquelle, mais elle a à peu près 4 ans, la Corvette. Fait qu'elle c'est une nouvelle Corvette. C'est la nouvelle génération? Oui, c'est ça. Avec le moteur central, un véhicule qui... Oui, c'est tout automatisé. J'ai l'impression d'être dans une Formule 1. Tu as un volant avec plein de petites bebelles raccrochées, des boutons à gauche, à droite. Tu sais pas c'est quoi. Tu dis, oh my God, je suis comme dans un avion. Oui. Un fighter jet. Oui. Puis il m'a dit, écoute, on est allé dans les petites rues entre Berthier puis dans les champs, dans les rues des champs. Puis il me dit, OK, là, il y avait comme une longue ligne droite. Il dit, OK, vas-y, Mélanie. Il m'a fait arrêter la voiture. Puis il m'a dit, OK, maintenant, clanche. Le sprint, le 0-100 km/h. C'est ça. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais prendre j'ai appuyé sur l'accélérateur, puis je suis allée du début à la fin d'une shot, boum. Puis j'ai l'impression, je pensais que la voiture allait exploser parce que le moteur a rêvé, c'était rêve, là, ça a été incroyable. Oui. Mais mon Dieu, j'ai eu le cœur dans la gorge, j'ai eu comme mal au cœur pendant un moment, j'étais comme, oh my God, puis je pense que je suis arrivée à 110, ça n'a vraiment pas été long, là, quelques secondes. Mais c'est impressionnant. Là. Fait que c'est comme, ouh, c'est tout excitant. Puis là, il vient de recevoir la nouvelle, ce monsieur-là. Un monsieur qui aime les Corvettes, on aime ça. C'est des bons contacts à garder, ça. Là, il me dit, hey, Mélanie, j'ai hâte que tu l'essayes. Fait que là, ça va être, là, on arrive à l'hiver, fait que ça va être pour l'été prochain, mais ça va être, c'est ça. Fait que là, je m'en vais faire ça, et c'est ça. Gilles est un amateur aussi de vitesse. Ah, ben oui. Clairement, je pense qu'on n'a pas, on n'a aucun. T'as-tu des souvenirs avec lui que tu étais à passagère, mettons, puis il te faisait faire un bon tour de machine? Ben écoute, Gilles, il était. Tout ce qui touchait, il fallait que ça aille vite. Et puis que ce soit n'importe quelle bolide, machine qui avait un moteur. Puis je me souviens qu'on était en Europe et puis on allait, à un moment donné, on partait de Montréal. Resté en Europe, je pense que c'est ça. On a déménagé là-bas, en fait. Okay. Moi, j'avais... Dans quel coin vous avez vécu? On est arrivé là-bas, on était pas loin de Cannes. Après ça, on déménageait à Monaco en 78. Okay. J'avais 5 ans. Okay. Puis on est resté là-bas. Okay. Toute notre vie, on a grandi là-bas. Et puis moi, je suis revenue ici au Canada en 2001, dont j'avais mi-vingtaine. Okay. Mon frère est resté, il a fait une partie, quelques années ici, mais il est retourné en Europe. Mais on est, à la base, on est né ici, mais on est aussi européen d'une certaine manière. Okay.
Fait que, quand tu vivais là-bas, justement, avec Gilles, c'est là que tu as pu expérimenter aussi. C'est ça tes premières expériences. J'avais peut-être, je sais pas, moi, 7-8 ans, on était. Là, il pilotait, il y avait sa voiture. Ferrari lui passait une voiture. Fait que là, on oui, hein, tout bonnement. Tout va vite. Puis avec Gilles, c'était toujours. Si on allait à Cannes, manger avec des amis, puis on était dans la voiture. Fait que c'est une 2 places, évidemment, à la Ferrari. Ouais. Mais nous, on était 2 petits-enfants debout derrière, là, quand même. Fait qu'on. Je sais pas s'ils avançaient les sièges ou quoi que ce soit, là, mais fait qu'on allait à Cannes chez son ami manger, mais c'était pas long à arriver là-bas, puis c'était papa plus vite, puis c'est ce qu'il faisait, puis il aimait ça nous amener à des endroits puis nous donner des fortes émotions, on va dire. Donc, cette relation-là, avec l'automobile, ça a parti clairement de Gilles là-dedans. Oh, tout à fait. Là, tu arrives à Monaco, tu étais dans le coin de Cannes et compagnie, vous avez conduit des voitures exotiques. Mais exotique quand même, c'est une Ferrari, là. C'est quand même des voitures. Oui, t'es pilote Ferrari, fait que c'est des voitures haut de gamme, là. Des voitures exotiques, là. J'aime ça dire ça comme ça. Comment ça fait de revenir après ça, les 2 pieds sur terre, puis de conduire une voiture plus banale? T'sais, toi, maintenant, tu as été habitué toute ta vie, là, d'avoir des voitures. Oui, tout est relatif, parce que là, on parle, j'avais 7-8 ans. Fait que, puis bon, mon père est décédé, j'avais 9 ans. Donc, c'est arrivé, après ça, ces éléments d'excitation, forte excitation, arrivaient beaucoup moins souvent. Ouais. Puis, mais la relation avec la vitesse, l'accélération, le désir de performance est resté. Je pense que c'est comme, on est né avec, on a grandi avec, jusqu'à un certain âge. Jacques s'est resté avec lui, évidemment. Ben oui. Puis, mon oncle Jaco était en course, et puis on l'a vu piloter, puis lui faisait du bateau, puis quand en bateau, c'est d'aller vite. La vitesse a toujours resté un élément sous-jacent à la famille. Oui, à la famille. T'as-tu trouvé une passion à toi, qui était vraiment quelque chose de différent que la vitesse ou l'automobile, ou c'est vraiment justement, vu que c'était présent dans la famille, t'as un peu pris ce qui était là? Ou t'as-tu trouvé quelque chose à toi, tu sais? Ben, écoute, je pense qu'on peut découvrir n'importe quelle passion. Quand on grandit, j'ai commencé, quand j'étais jeune, je voulais faire de la course moi aussi, mais on parle des années 80, les filles dans la course, on n'était pas rendu là. Non. On n'était pas rendu dans les fins des années 90, début 2000, où il y avait des Danica Patrick, puis des grandes, aujourd'hui des grandes pilotes, mais dans ce temps-là, il y en avait beaucoup moins, elles étaient rares. Par la suite, je suis passée une passion pour la musique. Mon père était musicien, il jouait la trompette. Ah oui? Il jouait la trompette. Je savais pas ça. Ah oui? Ouais, il était allé au conservatoire d'ailleurs. Au conservatoire. Il allait aller au conservatoire, mais il a fait de la trompette à Joliette. Et puis à un moment donné, il s'est dit, il y avait des lèvres. Il faut quand même avoir des lèvres particulières. Puis Gilles, il s'était rendu compte que il était très bon trompettiste. Mais il s'est dit, avec la bouche que j'ai, ça va être difficile à continuer à performer parce que mon père voulait rien faire s'il était pas pour devenir le meilleur dans ce qu'il faisait. Donc, il y avait une attention réelle à vouloir performer. Et donc, c'est un côté de mon père, je me suis dit, je vais me l'accaparer parce que moi aussi, j'aime la musique. Mon grand-père, son père était accordeur de piano, puis il jouait par oreille. Jacques avait de la musique aussi, de mémoire. Mon frère? Oui. Il a sorti un disque. Oui, c'est ça, je me souviens de ça. J'ai vague souvenir de ça. En 2006. Ouais. Lui, il a fait ça, puis il adore la musique aussi. Oui. Mais il n'a pas fait d'études. OK, c'est ça, OK. Non, c'est ça. Puis il n'a pas eu le temps nécessairement, il était pilote à ce moment-là. Fait que c'est ça, un aside. Là, bon, là, tu sais. L'horaire est déjà bien chargé. Là, non, c'est ça. Fait que la musique, c'est quelque chose qui a pris de la place. Oui, ça a pris de la place. Fait que je suis allée faire l'université à New York en musique. OK. Et puis, j'adore ça. J'ai une oreille pour ça. Je pense que ça vient de mon grand-père puis de mon père aussi. Mais je trouve que c'est des éléments intemporels et dessinés. Construire une mélodie, c'est assez facile. C'est 3-4 notes. Mais après ça, c'est la développer et en construire un morceau de musique qui se tient. Ça, c'est là où peut-être je me suis comme dit, j'ai travaillé fort pour le faire puis pour être bonne, mais je me suis dit, je suis peut-être pas... c'est peut-être pas pour moi le restant de ma carrière. Fait que parce que j'ai trouvé que tu as amené un point vraiment intéressant par rapport à la place des femmes dans la course automobile. Ouais. Puis je trouve ça intéressant qu'on en parle. Si tu avais été, mettons, dans les années 80, mais que justement les femmes auraient eu de la place, beaucoup. Là. On aurait été dans un ratio quasiment 50-50, là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui d'ailleurs non plus. Là, non, mais au moins, ils ont des séries qu'avant ils Oui, c'est ça. Mais admettons qu'on arrêtait dans un scénario comme aujourd'hui, mais dans les années 80, penses-tu que tu aurais fait une carrière de pilote? C'est sûr. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans?
Je sais pas, tu sais, il y a la partie de... tu parlais tantôt de peut-être la fille du patineur artistique qui décidait, moi, ça a fait son propre chemin. Moi, ça m'intéresse pas, mais il y en a d'autres qui disent, le père est avocat, tu deviens avocat parce que tu vis là-dedans. Ou comptable à comptable. Ou genre un transfert successoral. Oui, non, mais c'est ça pareil. C'est ça pour beaucoup de gens, honnêtement. Là, d'une certaine manière. Fait que, étant... J'ai l'envie j'ai l'amour pour, et je pense que si la possibilité s'était ouverte dans ce temps-là, je suis peut-être née 20 ans trop tôt pour accéder à ça, mais c'est clair que je l'aurais fait. Maintenant, je pense que j'aurais pas eu le même style de pilotage que mon frère. Mon frère, il est très, comment je peux dire? Il est très organisé dans sa façon de faire. Il va évaluer... Cartésien. Cartésien, c'est ça, merci. Il va évaluer la situation autour de lui, puis il va être capable de calculer comment il va faire les choses, puis c'est très bien, il est très, très bon pilote. J'aurais peut-être eu plus de fougue, je me serais sorti plus souvent. Maintenant, est-ce que j'aurais appris? Ça, je sais pas, parce que je suis pas passée par là. J'espère que oui, mais c'est peut-être que... Mais Gilles était aussi réputé pour ce genre de conduite-là un peu plus fougueuse. Il était extraordinaire. Il y a une quote qu'il a dit à un moment donné, puis je trouve ça... vraiment, ça le décrit très bien. Il dit... on ne sait pas où la limite. Il dit, comment est-ce que je peux savoir elle est où si je la dépasse pas? Et ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu testes à quelle vitesse tu peux prendre un virage et éventuellement, si tu ne sais pas elle est où la limite, si tu t'es pas au moins sorti une fois. Fait que dans tout son apprentissage en Atlantique ou en motoneige, il testait constamment la limite pour savoir où est-ce qu'elle était. Et il avait la capacité de l'amener peut-être un petit peu plus loin que les autres, avec un super contrôle ou avec parce qu'il avait un talent extraordinaire, gigantesque. Et donc, c'est comme un apprentissage qui peut s'appliquer à beaucoup de choses aussi, on dirait. Ouais. Je trouve ça tellement intéressant. Là, comment tu veux que je dépasse une limite si je sais pas où la ligne. Là, c'est quand même intéressant de toujours aller le pousser. Puis c'est inspirant, c'est super intéressant. On dirait que ça me fait réfléchir à plein de sphères de la vie aussi dans lesquelles on peut appliquer ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mettons en cuisine, là, c'est quoi la sauce la plus piquante? Ben, je sais pas, il va falloir que j'en essaie quelques-unes. C'est exactement ça. Quand je suis rendu à me dire, OK, celle-là est piquante, mais j'aurais atteint une certaine limite. Là. Mais c'est ça. C'est comme ça que tu dessines tes paramètres, puis que tu peux dire, bon, mais là, je peux vraiment performer bien là. Puis Gilles aussi, il avait développé une habileté parce que, bon, quand il a commencé en F1, on le voyait comme, bon, c'est le gars qui sort beaucoup, puis il faisait beaucoup de tête à queue. Mais de l'autre côté, il sortait beaucoup, mais il cassait pas sa voiture tant que ça. Puis, parce qu'il était capable de partir en spin et de savoir à tout moment où il était, et il était capable de déclencher pour se remettre en ligne droite et repartir la voiture sans avoir pogné le mur. Fait qu'il savait qu'il pouvait dépasser une limite, mais être capable aussi de le récupérer si jamais il y avait quelque chose. Oui, ben c'est ça. Puis c'est ce qu'il a démontré quand il est allé en 1977. La première course qu'il a faite en F1, qui était à Silverstone en 1977 avec la compagnie McLaren. Ouais. McLaren l'avait pris. Et il est arrivé là. Même pas rien non plus, hein, Ferrari, McLaren. Tu sais. Ouais, ça non, va bien. ça va bien. Oui, mais c'est parce qu'il avait gagné Trois-Rivières en 76, puis il avait battu James Hunt. Puis James Hunt était revenu à Teddy Meyer, puis il avait dit, ce gars-là est extraordinaire, puis il faut que tu l'amènes. Puis c'est ce genre d'affaire-là que tu ne verras pas nécessairement aujourd'hui d'un pilote pousser à un autre, mais je pense qu'il a beaucoup ouvert la porte, James Hunt, suite à cette victoire. Mais Gilles arrive à Silverstone, et puis il est à la troisième voiture, parce qu'il y avait Jochen Mass et James Hunt qui avait les deux premières voitures, évidemment. Puis bon, lui, il arrivait, puis c'était la voiture de l'année, le châssis de l'année précédente. Donc, la voiture était moins performante. Et il a dû se pré-qualifier pour accéder à la qualification même de la course. OK. Et avec toute la gang de privateers, parce que c'est un autre monde dans ce temps-là. Là. On est des années 70. Se qualifier pour aller faire la qualif. C'est ça, okay. Exactement. Oui, mais dans ce temps-là, tu avais les équipes régulières, là, traditionnelles. Tu avais, je sais pas, peut-être 18 équipes, là, les Ferrari, les McLaren, puis les Williams, whatever, les Alfa Romeo, etc. Ouais. Et après ça, dans certains circuits, tu avais une gang on appelait ça les privateers. Fait que c'est self-financed, des gens qui arrivaient avec leur équipe, puis qu'ils essayaient de se qualifier pour se qualifier pour la course. Okay. Tu vois pas ça aujourd'hui, là. Non, mais t'en avais dans ce temps-là. Okay. Ça sort des années 60, ça sort des années 50 et puis ça sort des années 70. Et donc, Gilles est rentré et il fallait qu'il se qualifie dans cette qualification-là. Puis, il est arrivé premier dans cette qualification. Fait qu'il a réussi à rentrer dans les qualifs pour la course. Wow. Mais il connaissait absolument pas la voiture et il ne connaissait pas le circuit.
Fait qu'il se dit, bon, j'ai très peu de temps pour m'assimiler. Comment est-ce que je peux faire pour savoir comment piloter le circuit? Ben, c'est de tester les limites. Et il a fait tellement de tête à queue que tout le monde en parlait dans les pits. Hey, ce gars-là, tu l'as-tu vu? Il n'arrête pas de se sortir, il n'arrête pas de faire des tête à queue. Mais il n'a jamais pété la voiture. Et il a compris rapidement c'était quoi les limites du circuit. Et il s'est qualifié pour se qualifier. Et quand c'est arrivé au moment de vraiment faire la il s'est qualifié, je pense. Pour être sûr de rentrer dans les qualifs, là, il l'avait testé comme il faut. Là. Exactement. Fait que là, il est arrivé, puis il s'est qualifié, je pense, dans les top 10, puis il était, je pense, 7e dans la course, puis à un moment donné, mais il y a eu un faulty gauge, puis il a dû rentrer dans les pits pour rien, parce que c'était un faulty gauge. Il serait arrivé, s'il n'y avait pas eu cette malchance-là, il serait arrivé dans les top 5, peut-être, dans la course, pour un gars qui arrive là. Fait que il y avait ses façons de faire, il avait l'air bizarre, le monde le disait, c'est un casse-cou, mais non, finalement. Il testait simplement les limites de son auto. Pour connaître les limites, c'est ça. Tu disais, puis je trouve ça vraiment, je vais revenir là-dessus parce que clairement, tu as une connaissance de la course automobile aussi dans ces années-là que moi, j'ai pas nécessairement, puis je trouve ça vraiment pertinent qu'on en parle ensemble. Il y avait l'idée justement des qualifs, pré-qualifs. Pour pouvoir faire la qualification, tu pouvais venir avec un peu ton écurie maison puis essayer de rentrer pour faire les qualifs. Ça a changé beaucoup aujourd'hui. Puis sais-tu pourquoi, mettons, on essaie de changer beaucoup cette méthode de faire-là? Parce qu'on dirait que d'un œil extérieur, surtout quand je pense à la F1, très élitiste. Il faut que tu sois dans un club select. Puis si t'es pas dans le club select, ça fait pas rêver le jeune de Chicoutimi à se dire hey, un jour, moi, je pourrais être pilote de F1. Ouais, mais des croûtes à manger, là, c'est dur. Vraiment pas facile. C'est dur de se voir arriver là. Il y en a pas beaucoup d'histoires que tu même dans ce temps-là, un gars comme Gilles là, qui vient de Berthier, puis il était pas financé par sa famille. C'est une famille modeste. Avec des moyens modestes. Et puis, si Gilles n'avait pas la hargne qu'il avait, s'il n'y avait pas l'amour, la passion débile pour le sport et de vouloir juste faire ça et se trouver des moyens, ça n'a pas été facile là, pour arriver en F1. Et ça démontre à quel point il faut que tu sois un gars exceptionnel de talent pour y arriver ou que tu aies une chance inouïe ou alors que tu sois financé par un support financier autour de toi dans lequel tu nais déjà. Mais même dans ces années-là, les années 70, la plupart il y avait beaucoup des pilotes qui étaient quand même issus de familles avec certains moyens. Ça a tout le temps été un peu ça. Mais c'est parce que quand tu regardes le sport, c'est pas comme s'il faut que tu achètes un bat de baseball ou tu t'achètes une raquette de tennis. Même qu'aujourd'hui, même pour jouer au tennis, c'est quand même dispendieux. Là, oui, ça, c'est un autre sport aussi, que justement, c'est du sport, justement, là, de rentrer là-dedans. Oui, c'est sûr, mais l'accès, c'est à la base, ça, il faut que tu aies une voiture, puis il faut que tu te finances une voiture. Et quand Gilles est rentré à l'Atlantique, puis il est allé voir le gars d'Écurie Canada, je pense que c'est Harrison. Et puis, lui a dit, écoute, oui, puis c'était pour être une bonne équipe. Il a dit, fine, viens voir quand tu vas avoir trouvé 20 000 $. Puis là, on parle de 1974. Fait que là, il faut qu'il se revire de bord puis qu'il trouve 20 000 $ parce que c'est pas donné. Fait que là, vends la maison, puis... puis, mais en tout cas, tout ça, ça va être raconté dans le beau film qu'on est en train de faire en ce moment. Oui, puis écoute, on va en reparler dans les prochaines minutes de ce film-là. Là, mais OK, fait il a vendu la maison pour pouvoir être capable de faire ça. De se financer, exactement. Et donc, et c'est un risque que tu prends. C'est 1974, tu vends la maison et pour pouvoir t'acheter la possibilité de faire les courses. Et puis là, ben, tu as juste un certain nombre de sets de pneus. Je pense qu'il y en avait juste 4 ou 4-5, mais là, il fallait qu'ils testent beaucoup. Puis là, ben, ce qui n'est pas gros, là, tantôt. Non, c'est pas gros. Je parlais durant la série de podcasts avec Babu, un animateur qui fait Musique Plus, puis il fait de la drift automobile. Lui, c'est un pilote de drift automobile. Puis il me disait que dans une course normale, on peut passer 20 sets de pneus à peu près. Et tu sais, au-dessus 4 sets de pneus, c'est pas gros là, pour faire de la course. Non, c'est pas gros, mais c'est parce que c'est moyen limité. Fait que, puis Gilles, dans ce temps-là, tu sais, je te parlais tantôt d'un privateer. Bon, mais dans toute sa carrière en Atlantique, c'était plus ou moins... en tout cas, l'année 75, ça a été comme s'il était un privateer. Fait que lui, il s'achète le châssis, puis il s'organise lui-même. Il était, pendant cette année-là, son propre mécano, son propre mécanicien. Fait que quand t'as pas d'argent, tu fais ce que tu peux, mais il y avait tellement de talent qu'il gagnait, même avec des voitures moins bonnes que les autres. Fait que je trouve que c'est en tout cas, moi, ça m'inspire. Écoute, c'est inspirant, puis c'est un peu incroyable. Je parlais justement du petit gars de Chicoutimi qui rêve un jour. Ben, on a quand même quelqu'un de chez nous qui l'a fait. T'sais, c'est quand même fou de se dire qu'il y a quelqu'un au Québec qui a réussi à faire ces étapes-là dans un domaine extrêmement réservé, exclusif, qui n'est pas facile à percer. Puis clairement, je pense que ça hangue, je pense. Je prends ton mot que tu as pris tantôt. Je trouve que ça prouve justement que tout peut être possible à quelque part, par contre. Puis c'est même encore aujourd'hui,
c'est clairement différent. Clairement, la course a changé. Clairement, c'est pas les mêmes règlements. Même les voitures ont changé aussi. Là, si tu fais que regarder l'automobile d'aujourd'hui, point barre, c'est... It's high-tech. Ben oui. Tout est high-tech. Ben oui, puis c'est calculé au millimètre près, puis la course a changé énormément aussi. Mais de se dire que c'est pas impossible non plus quand on veut mettre l'énergie et les efforts nécessaires pour, ben c'est inspirant. Ben c'est ça, mais je pense que son histoire est inspirante à ce niveau-là parce que c'est un... OK, tu peux être passionné pour quelque chose, t'essayer 1 an, 2 ans, puis dire, oh, ben là, tu baisses les bras parce que c'est dur. Ben oui. Puis je sais pas comment tu peux avoir cette volonté qui reste all the time. Puis, tu peux avoir, parce que c'est des hardships, tu sais, un moment donné, ben, il est supposé faire une affaire, puis son sponsor décide que, ben, c'est pas qu'il décide, son sponsor manque d'argent, puis il fait faillite. Puis là, ben, juste avant qu'il commence qu'il devrait commencer la saison, mais il n'y a pas l'argent pour le faire. Il faut qu'il se revire de bord puis qu'il cherche quelque chose d'autre. Fait que tu vis dans un stress constant. Ah ouais. Tu lâches pas. Il faut vraiment que tu le veuilles. Là. Puis c'est pas juste 1 an, il a fait ça pendant 4 ans. Ah ouais. Puis là, ben, à un moment donné, il y a la course qu'il y a, puis même la course à Trois-Rivières, la fameuse course à Trois-Rivières de 1976, il n'y avait pas l'argent pour la faire. Il venait de gagner le championnat atlantique, mais il n'y a pas l'argent pour faire la course de Trois-Rivières. Et c'est là où Gaston Parent venait juste de rentrer dans son cercle à ce moment-là, puis il a fait une levée de fonds publique pour aider Gilles à faire cette course-là de Formule 1 à Trois-Rivières, Formule Atlantique à Trois-Rivières, qui a gagné. C'est en la gagnant qu'il a démontré à James Hunt, qui est allé le vendre à McLaren, puis McLaren était là. Fait que s'il ne l'avait pas fait, cette course de Trois-Rivières-là, je ne sais pas s'il se serait rendu nécessairement en Formule 1. Et il n'y avait pas l'argent pour la faire, la course. De voir ton père avoir justement cette espèce de volonté-là, puis ce désir-là dans les yeux d'avancer dans quelque chose qu'il aimait, ça t'a-tu encouragé, toi, après ça, dans ton développement personnel, dans ta recherche de carrière, dans juste ta vie en général, de te dire, là, je peux pas avoir eu un père autant, comme avec la hargne, le feu dans les mains, puis de me dire que moi, je vais pas aller au bout de mes passions aussi, t'sais. Ben, tu sais, incroyablement, ça fait juste quelques années que je redécouvre qui était Gilles. Ah oui? Oui. Et c'est une raison pourquoi il y a un arrangement des deux? Je pourrais pas te dire pourquoi. Ben, il y a peut-être raisons psychologiques du pourquoi. Est-ce que le décès quand j'avais 9 ans a été extrêmement dramatique? Et puis, ça fait en sorte que l'enfant, le cerveau fait en sorte que les images, les souvenirs, la mémoire, elle tasse que tu devrais te souvenir parce que c'est trop difficile. Et puis, je me suis pas souvenu de mon père du tout pendant de longues années. Mon frère aussi a de la difficulté à se souvenir exactement qui il était. Et c'est à travers un processus récent d'à peu près 3-4 ans où là, je revois ses anciens chums, je passe du temps avec ses chums. J'ai lu la biographie de Gerald Donaldson et je remets des éléments que je me souviens, mais je les remets en place dans ma tête. Et puis là, ça ouvre si tu veux, les canaux d'énergie ou la dispersion d'informations dans ma tête où je peux tout d'un coup reconnecter avec mes propres souvenirs, ma mémoire, et je me remets un petit peu dans le bain de qui j'étais et qui on était et qui il était. Et donc là, je suis capable d'en parler d'une certaine manière, mais si tu m'aurais eu en entrevue il y a 10 ans, ça n'aurait pas été. C'est intéressant ce que tu as dit, parce que c'est vrai, on dirait que, tu sais, même moi, j'ai grandi, puis il n'y avait pas tant d'informations. À moi que j'ai cherché moi-même de l'info, parce que j'étais intéressé par l'automobile depuis toujours. J'ai toujours eu cette passion pour la voiture-là. Puis je me disais, je vais aller chercher de l'info, mais dernièrement, on entend plus parler, on dirait, de Gilles. Puis je trouve ça intéressant. Je trouve ça le fun de savoir justement que toi-même, tu as cheminé là-dedans. Il y a un cheminement qui a été fait pour arriver à en parler. Parce que, tu sais, parlons-en un peu, mais l'accident, ça a été quelque chose de tragique, point barre. Là, tout à fait. C'est quelque chose qui s'est tourné dans la page automobile. Puis tu ressens-tu encore de la sympathie de la part du public un peu autour de cet événement-là? Oui, tout à fait. Je pense que Gilles a touché énormément de personnes et puis a inspiré une génération entière, je pense, d'amateurs de sport automobile et de jeunes pilotes. Mais le drame, la tragédie, c'est traumatique. Et dans le cerveau, il y a comme un endroit où il y a encore des morceaux de trauma. Et je peux, à un moment donné, je suis en train de faire de quoi? Je suis en train de lire
lire le livre sur Donaldson, comme je disais ça. Là, je lis, je suis bien correct, mais tout d'un coup, il y a une affaire que j'ai, puis c'est comme, ça vient me chercher, puis je commence à pleurer comme un bébé. Puis je me dis, voyons donc, j'ai 50 ans, qu'est-ce que ben non, ben weird cette affaire. Non, mais c'est le traumatisme dans la tête, ça va se mettre à quelque part, mais ça reste là. Il faut quand même que tu le gères. Et je ne sais pas si tu peux vraiment soigner ça. Tu prends de la maturité, je pense. Et là, c'est le cheminement que je suis en train de faire. Fait que là, je suis capable d'en parler avec beaucoup d'excitation parce que je suis complètement inspirée de ce qu'il a fait, de qui il était. Et ce genre de détermination qu'il avait, cette fougue, il y a quelque part cette joie de vivre parce que quand c'est dur comme ça et tu es quand même capable d'y arriver, c'est parce que tu passes à travers les défis, tu pousses les limites, mais constamment. Fait que je pourrais juste espérer avoir ce genre de fougue moi-même. Fait que j'essaie d'intérioriser ça. Puis, ben, Phil, bravo pour ce cheminement-là. C'est inspirant, honnêtement. Je te vois, puis je te vois que la passion dans les yeux aussi. Puis je trouve ça super beau, Mélanie, de t'entendre là-dessus, vraiment. Là. Merci de partager ça avec nous, d'ailleurs. Là, c'est un vrai plaisir de pouvoir en parler. Puis, tu sais, on parle de partage. Tantôt, on a glissé un mot vite, il y avait un film qui s'en venait. Ouais. Puis j'imagine que, justement, dans les 3-4 dernières années, tu fais un cheminement par rapport au décès, tu fais un cheminement par rapport à ce qui s'est passé. Puis maintenant, tu te rappelles des meilleurs souvenirs de ton père, puis tu es capable d'avancer. Puis là, on va avoir la chance, nous aussi, en tant que public, de toucher un peu à ces souvenirs-là. Ouais. Puis il y a un film qui s'en vient. Oui, c'est justement sur cette partie de la vie de Gilles qui est moins connue. Et puis c'est sur comment il est arrivé en F1. Et puis c'est un film qui passe par-dessus et qui explique un petit peu, qui démontre d'où il vient et comment il est arrivé à cette fameuse journée-là où il a signé avec Enzo. Et donc, on s'arrête avant la F1 et puis je pense que le narratif est très bien dessiné, évidemment. On verra pas, dans le fond, la F1, c'est ça? Non, on verra pas la F1. À un moment donné, il y a 90 minutes de place en visuel, puis là, il faut que tu mettes Gilles entre 15 ans à 25 ans, puis il faut que tu fasses ça vite. Fait, il faut que tu prennes des éléments clés. Moi, je suis content pour vrai. Non, je suis content. Moi, c'est le bout de là qui m'intéresse aussi. Là. Moi, ça m'intéresse de savoir comment ça s'est bâti. Là. Comment cet énergumène-là, crazy guy en F1... De Berthierville, juste comme sorti. C'est ça. Comment il est arrivé là. Puis on est super contents. Moi, ça me donne la possibilité de pouvoir justement en parler et d'en parler de cette façon-là et de le faire redécouvrir. Et même moi, tu sais, j'avais 9 ans, il y a peut-être plein de monde aussi qui était jeune comme moi, qui connaissent encore qui il est, mais il y a toute la nouvelle génération qui en a entendu parler. Oui, j'en fais partie. Je fais clairement partie de cette génération-là qui en a entendu parler, mais surtout quand tu as de l'intérêt minimalement pour l'automobile, comme je l'ai, c'est impossible de pas connaître Gilles Villeneuve. Là, c'est impossible. En tout cas, dans ma tête, je peux pas croire qu'il y a des jeunes passionnés au Québec qui n'auraient pas non plus cette connaissance-là, mais d'aller chercher de l'information un peu plus nichée comme ça, elle est moins accessible, elle est moins là, je trouve. Puis je suis un peu excité de voir ça. T'as-tu découvert des choses en faisant ce film-là, en retournant dans tes souvenirs, en tournant ça fait partie du processus. Ça s'est fait en même temps. Okay. Puis, je te dirais que je sais pas si c'est mon processus qui a commencé ou l'autre. C'est l'œuf ou la poule. Oui, l'œuf ou la poule. Je sais pas, là, mais bon, bref, quoi qu'il en soit, ça s'est fait en même temps. Et puis, ça me permet de retoucher cette source. Et puis de me remettre avec l'amour de Gilles. Et à part la F1, la Ferrari, c'est quoi d'autre qui drivait sa vie? Et puis, c'est comment il est arrivé à même développer son pilotage, puis les courses de drag qu'il faisait. Puis, il faisait où? Il faisait à Sanarre. À Sanarre, puis à Lavaltrie, puis à Naperville. Puis de quelle façon? Avec une Mustang 1967. Puis, fait que là, je pose des questions, puis ces chums sont tous là, puis ils me racontent des histoires, on a pu finir. Mais je découvre à quel point il est autodidacte, Gilles. La première carcasse qu'il a reçue, son père il a acheté, c'était une MGA 1958, je pense, que son grand-père, que mon grand-père, son père lui avait acheté. Gilles avait 15 ans, puis il a dit, tu peux pas aller sur la route avec, mais c'est une carcasse, amuse-toi. Puis Gilles, il a trouvé le manuel. Mon grand-père, dans le fond, savait que Gilles avait déjà beaucoup d'amour pour l'automobile. Oui, mais mon grand-père avait le pied lourd. Mon grand-père il conduisait vite. Okay. Je pense que ça vient de là, en fait. Okay. Les deux, Gilles et son frère Jacques. Et donc, puis bon, je veux dire, on est aussi des années 60, fait que c'est pas vraiment le même monde qu'aujourd'hui. Non. Parce qu'aujourd'hui, tu verrais pas nécessairement. Ouais, peut-être tu verrais ça dans le coin de Berthierville. Mais bon, quoi qu'il en soit, fait que Gilles a trouvé le manuel du manufacturier dans la boîte à gants, là, puis il était tout croche, mais c'est pas grave, il était capable de le lire. Il comprenait pas l'anglais,
Mais il voyait les dessins d'ingénierie. Puis c'est comme ça qu'il a réussi à démonter le moteur de cette MGA et de remonter le moteur au bout de ses 15 ans. À 15 ans quand même. Oui, c'est ça. Seul, avec une langue que tu ne comprends pas. Une langue que tu comprends pas. Il n'y a pas de YouTube. Là. Tu peux pas aller sur YouTube voir comment démonter un moteur. Non, c'est ça, exactement. Et puis, à part ses oncles, qui étaient très proches de ses oncles, les frères de sa mère, et eux autres étaient pas mécanos, mais dans ce temps-là, les gars, c'est ça qu'ils faisaient. Ils étaient dans le garage, puis là, ils avaient des tracteurs, puis ils étaient en construction, puis là, ben ça touchait les moteurs, puis Gilles était là-dedans. Fait qu'il y avait une base de données là, par rapport à ça. Et puis, une autre histoire que j'avais entendue là-dessus, c'est que la rod qui tient le volant au pneu était cassée. Fait que là, il a décidé de mettre un vice grip là, pour la tenir en place. Puis c'est comme ça qu'il avait le contrôle sur ça. Puis il pouvait piloter, faire le tour du pâté de maison avec ça. Avec une vice grip. Puis dès que ça tombait, oups, il arrêtait la voiture, pouf, il la remettait. Puis là, fait que ça, c'est des histoires que ses chums me racontent qui sont assez extraordinaires. Fait que c'est un petit peu son... Il commence de là, puis il finit, finalement, c'était une suite de voitures comme ça qu'il y a eu. Puis à 18 ans, à 18-19 ans, 68-69 à peu près, et là, il a acheté sa première voiture. C'est une voiture d'occasion, mais c'était une Mustang 1967. Il a rentré directement dans la Mustang. La Mustang 1967. Ben, c'est parce qu'il y a eu la MGA, il y en a eu une autre. Après ça, il y a eu une Skoda. Puis la fameuse Skoda. Ah oui, Skoda. Skoda, oui, nice. La fameuse Skoda, ben là, il s'est fait connaître Gilles dans le coin parce que là, il faisait Berthierville-Joliette, parce que là, il avait rencontré ma mère. OK. À Joliette. Là, il allait voir ma mère à Joliette. Et puis la route entre Berthier et Joliette, c'est pas la même qu'aujourd'hui. C'était un petit peu plus dans les champs, puis c'était un petit peu plus dangereuse. Puis elle passait à travers le village, je pense, de Saint-Thomas, quelque chose comme ça. Puis Gilles, évidemment, c'est toujours de faire la chose le plus vite possible. Et là, il y avait un virage qu'il prenait d'une certaine manière, qui faisait comme lever la voiture. Puis il prenait le virage sur 2 roues. Puis là, il s'est fait connaître dans le village de Saint-Thomas. Puis le monde sortait pour voir Gilles faire son... Puis il était bien fier de lui-même. Il y avait un public à ce temps. Il y avait un public. C'était plus un petit peu un showman. Fait qu'on se rend Joliette sur 2 roues. On est parti. Mais pas en moto, là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Il y a eu MGA, la Skoda, il y en a eu d'autres. Puis avec des péripéties en voiture, son grand chum Normand, je pense bien du temps avec lui en ce moment, Normand Savignac, qui a grandi avec Gilles. Puis là, c'est ces affaires qui disent, regarde, tu peux pas dire ça aujourd'hui parce que c'est des sorties de route, des accidents mais c'est deux jeunes fous, tu dis, c'est des deux jeunes dangereux que tu veux pas raconter, là, mais... Non, mais c'est notre époque aussi, puis, tu sais, c'est pas... jusqu'à présent, ce que je comprends, c'est que, en plus, les gens allaient voir la cascade, là, tu sais, fait que ça va bien, là, c'est deux jeunes fous, mais ça va bien quand même, là, tu sais. Fait que là, il s'achète cette fameuse Mustang 1967, il y avait un moteur 2.9 dedans, puis là, il était bien fier de sa Mustang, puis il en prenait extrêmement soin, puis il polissait les choses dans le moteur, il nettoyait les soupapes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dépôt de carbone, que ce soit ça run le plus vite possible. Puis c'est là qu'il est rentré dans les courses de drague, puis c'était des courses d'accélération. Fait que c'est un petit peu son début de course, c'était dans les courses de drague avec cette fameuse Mustang-là. C'était pas d'ailleurs le plus gros modèle de Mustang disponible quand même, là, avec un 2.9, c'est un bon moteur, mais... C'était un bon moteur, mais c'était... il avait 19 ans, puis là, c'était le... Fait que malgré tout, il est rentré quand même avec humblement dans l'univers de la drague. Humblement, c'est exactement ça. Puis il mettait au point sa voiture à toutes les semaines, puis il prenait extrêmement soin. Puis toutes petites choses qui pouvaient aller lui donner un petit peu plus de horsepower ou de performance là, avec son moteur, il le faisait. Et ça commence avec le maintien et l'entretien, je pense, du moteur. C'est ce qu'il faisait. Puis par la suite, il s'est dit, bon, ben là, je veux avoir des plus gros pneus pour avoir un petit peu plus de traction. Fait que là, il a élargi les ailes de cette voiture-là. Puis après ça, il a dit, bon, ben là, je veux un plus gros moteur. Fait qu'il s'est acheté un 428. Oui. Qu'il a mis dedans, puis il l'a mis dedans lui-même. Okay. Il a passé 2 jours dans le garage, puis là, ça, c'est son chum Gaétan qui me raconte ça. Puis là, comment il l'a monté, puis il a dû modifier les suspensions, puis il a modifié toutes les affaires. Il a tout fait ça lui-même. Puis il a continué à faire ses courses de drague. Puis là, t'es mieux équipé encore. Ouais, là, il devait plus gagner encore. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était pas la même catégorie, parce qu'il y avait quand même... Ah non, clairement, là, dans un autre monstre. Là, c'est ça, exactement. Clairement différent. Là. Ouais. Dans ces anecdotes-là, y a-tu des choses, mettons, qui t'ont surprise? Y a-tu des éléments là-dedans que t'as fait, ben, j'aurais jamais cru que mon père avait fait ça ou avait vécu telle chose? Ben écoute, j'apprends... comment je peux dire?
sais, quand je te mentionnais tantôt que d'un jeune âge, le trauma fait en sorte que... T'oublies des choses, ouais. J'oublie des choses et que je me suis tenue loin de savoir ce qu'il était. Et pour toutes sortes de raisons. Et je sais pas nécessairement pourquoi, là, mais... c'est le même, des fois. Des fois, c'est comme ça. Ouais. Et puis, maintenant, je me replonge un petit peu dans sa vie et que je vois quel type d'homme il était. C'est comme si ça faisait du sens un petit peu pour moi. Et je peux mettre, c'est comme 2 and 2, ça fait 4. Là, tout d'un coup, je le vois. Parce que quand on partait, on avait un bateau à Monaco en Europe et puis il s'était fait venir un moteur de Jack Roush qu'il avait mis dans le bateau. Parce que c'était un bateau à battre, comme c'était pas un bateau de course, mais pas loin. Fait qu'il était quand même déjà performant à la base, mais pas assez encore. Encore plus de performance dans le bateau. Il s'est fait venir un moteur et puis évidemment, Gilles n'était pas nécessairement, il n'avait pas fait l'école pour être ingénieur, mais il était autodidacte. Mais il faisait pas nécessairement toutes les affaires constamment perfectly. Fait que souvent, on partait en bateau et puis ben là, il fallait qu'on arrête parce que le moteur marchait plus. Fait que là, on attendait dans le bateau pendant 2 heures, le temps que lui joue avec son moteur pour trouver la réponse. pour trouver la réponse parce qu'il aimait ça au bout. Fait que là, je commence à... Puis ça, des items, des histoires comme ça, j'en ai quelques-unes que je me souviens parce que j'étais là. Et là, je commence à comprendre, OK, c'est parce qu'il a tout le temps été comme ça. Il jouait dans ses moteurs tout le temps, puis Gaétan ou Normand ou ses chums me racontent des histoires du temps quand il avait 15-16 ans en motoneige avec les grands-parents, avec les parents, leurs parents. Puis que bon, ben Gilles, toujours, sa motoneige, il fallait qu'elle fasse défaut, puis le moteur, à un moment donné, ne marche plus. Fait que là, tout le monde attendait 2 heures après Gilles qui jouait avec son moteur. Fait que c'est resté c'est comme ça qu'il était. Il fallait qu'il tourne dans ses affaires, puis qu'il trouve des solutions, qu'il joue avec son moteur. Le film, on va donc creuser là-dedans. On va creuser dans ces souvenirs-là. Oui, ben écoute, il faut trouver une façon de décrire le personnage sans nécessairement mettre le focus là-dessus parce que tu racontes une histoire de 20 ans. Fait que je pense que le scénario fait une bonne job de dessiner lui avec ce genre de personnalité-là. C'est un documentaire ou c'est plus... C'est un docu-film. C'est un docu-film. Parfait. Fait que c'est basé sur les faits, mais tu sais, à un moment donné, dans comment tu racontes une histoire, il y a peut-être un tournant qu'il faut que le script prenne pour aller plus vite, pour t'amener à quelque part, ou un couple de détails sont peut-être mis sur la table qui n'ont pas nécessairement arrivé, mais c'est pas rien d'important. C'est pas des questions de course, c'est pas des questions d'années ou des affaires comme ça, mais c'est des petits tweaks left and right là, qui font en sorte que c'est pas une biographie, là, c'est quand même un film. Que l'histoire se décrit bien, se déroule bien. Bien, on peut se dire que ça va suivre quand même beaucoup comment Gilles a grandi en tant que pilote qu'on a connu vers la fin. Là, là maintenant, on est dans les souvenirs, puis on est dans ces choses-là. Je sais que tu as une passion quand même correcte pour l'automobile. Tu aimes ce qui va vite. C'est quand même le fun. C'est quand même intéressant. J'imagine aussi que tu as eu la chance de conduire plus tôt que la moyenne. T'as-tu eu la chance d'avoir un volant de tes mains, mettons, plus rapidement parce que tu étais dans un environnement très automobile avec tes oncles, avec tout le monde autour, ou tu as commencé à faire ton... Parce que on dirait que dans ma tête, à moi, je fais comme impossible que, tu sais, Mélanie, elle a appris à conduire comme tout le monde dans une école de conduite au Québec, tranquille. Puis on dirait que j'ai l'impression que tu as appris différemment. Non, je pense que je suis rentrée peut-être dans... peut-être ça va te surprendre, là, mais j'ai conduit sur les genoux de mon père, j'ai conduit sur les genoux de mon oncle, mais par la suite, à 16 ans, j'ai passé mon permis de conduire ici comme OK, tout le monde. C'est ça, OK. Et puis après, ben j'ai passé mon permis de conduire en Europe parce que je pouvais pas le transférer. Puis à 16 ans, là-bas, il faut 18 ans pour conduire. Et puis, je pense que j'ai manqué mon théorique une fois là-bas. Puis, j'ai dû le reprendre. Et puis... ça, c'est juste de l'étude. Là. C'est pas grave, ça. C'est juste une question d'étude. Et puis, ma mère m'a acheté une voiture d'occasion qui avait quand même du punch. Puis, je la remercie pour ça, d'ailleurs, beaucoup. C'était une Golf 16S, 16 soupapes. Wow. C'est l'équivalent de la VR6 dans ce temps-là. Là. Oui, absolument. Je sais très bien. Puis, oui. C'est une voiture qui a du nerf. Alors... J'ai beaucoup aimé me promener dans les petits recoins, dans les moyennes petites corniches entre Nice et Monaco. Puis c'est des routes qui sont tortueuses, puis qui montent, puis qui descendent parce qu'il y a des falaises. Fait que c'est pas juste... Hein? Conduite très rigide en plus de cette Golf-là. Là. Ah oui, mais c'est parce que là... oui. On peut s'amuser un peu. Ah oui, là, je comptais, je me timais. Là, OK, Monaco à Nice, sur la moyenne, j'ai pris combien de minutes? Puis, tu sais, si t'arrivais à faire ça en dessous de 20 minutes, ben t'étais content. Pas de trafic, là, tu fais ça. Sécuritairement quand même.
Je sais pas. OK. J'adore ces histoires-là, c'est excellent. Fait que la golf, puis là, tu m'as comme ça que tu avais déménagé au Canada. T'étais revenu? Oui, en 2001, je suis revenu au Canada. Et t'es resté combien d'années, mettons, en Europe? Ben, en fait, on a comme grandi là-bas. Fait que je suis resté là-bas jusqu'en 2001. Okay. Mais entre-temps, j'ai fait l'école à New York. Puis j'ai fait l'université à New York. Et puis je suis restée, après l'université terminée, je suis restée en 96 et 2000, je suis restée vivre à New York. J'ai quand même passé 10 ans à New York, on and off, parce que je revenais en Europe. Mais je considère c'est comme on a deux racines. Des racines. Deux racines. On sait aussi, puis tu sais, j'ai lu des choses par rapport à ça. Gilles avait quand même un amour pour le Québec. Là. Bien sûr. J'ai quand même compris ça. Puis, tu sais, comment c'était à la maison, mettons, votre méthode de fonctionner? Est-ce que vous disiez aux gens que vous étiez du Québec? Étiez-vous, c'était-tu comme ça que vous signiez vos... tu sais, à la maison, vous parliez français, j'imagine? Ou... Oui, mais c'est parce qu'on parlait français. Ce que français va dire, on parlait québécois. Oui, absolument. Mais je me souviens, parce que aujourd'hui, la compréhension est différente. Tu sais, un McDonald's, dans le temps, un McDo, tu n'avais pas nécessairement ça à Monaco, ni à Nice, ça n'existait pas encore. C'est venu rapidement, mais quand tu es arrivé là, il n'y en avait pas. Et puis, dans les restaurants à Monaco, tu n'avais pas nécessairement des Coke, de genre de breuvage comme ça. Et puis, mon père, c'est juste ça qu'il buvait. Fait que, tu sais, on arrivait au début, tu arrives au restaurant, et tu dis, j'aimerais ça un Coke. Pardon, monsieur? Oui, un Coke, s'il vous plaît? Pardon, monsieur? Un Coca-Cola. Oui, c'est ça je veux. Oui, c'est ça. Je veux un Coke, c'est ça, je te demande depuis tantôt. Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, vous avez vécu toute en Europe, mais c'était quand même encore beaucoup connecté avec le Québec. C'est ça, je comprends. Oui, tout à fait. Gilles, quand tu es arrivé en Europe en 77, 78, tu es arrivé à Monaco en 79, et puis Gilles est décédé en 82. Donc, il n'y a pas eu le temps. Nous, on est restés là-bas. On a grandi après ça là-bas, mais lui est décédé. Il serait resté là-bas parce que la course, parce que la F1, je ne sais pas comment le futur se serait dessiné, mais il était très, très proche de ses racines. Il était passé énormément de temps ici, il revenait beaucoup ici. Il était très proche de son frère, de sa mère, de son père, de ses chums. Fait que lui, revenir, s'il y avait le temps entre deux grands prix, puis qu'il n'était pas en testing, ou il n'y avait pas des commitments de PR qu'il fallait qu'il fasse, ben il allait à Berthier, puis il allait coller ses chums, puis là, il organisait des sorties avec ses chums, où ils sortaient aller s'amuser dans la boîte avec leur Ford F-150, les Ford 250. Il y avait une gang de gars, il fallait passer 8 heures à jouer dans la boîte avec des grosses machines de même. Ou alors, c'est d'essayer de faire des petites courses d'accélération avec son chum Gaétan, les deux avec des Mustangs, puis savoir qui était le plus rapide. Fait que c'était... C'est l'école de pilotage, en le fond. C'est ça. On venait aux racines directement. En 2001, retour au Québec, pour toi? Oui. T'as pas quitté le Québec ensuite depuis tout ce temps-là? Non. Maintenant, je suis rétablie ici. Je suis revenue, j'ai fait une maîtrise d'administration des affaires, un MBA à l'école de McGill. Et puis, ça suit un petit peu le parcours plus d'études que j'ai fait versus course sport. Puis j'aime ça être ici, mais je suis partagée entre les deux. Enfin, je retourne souvent en Europe. Puis, la famille est encore là-bas? Ou? Mon frère est là-bas. Ouais. Jacques est venu ici, il a eu son petit temps. Il est arrivé ici, il a passé peut-être 5-6 ans ici. Il habitait à Montréal. Et après ça, il est retourné vivre en Italie. Fait que lui est là-bas, moi, je suis ici. De retour aux sources. Écoute, Mélanie, on arrive déjà tranquillement vers la fin du podcast. Ça fut tellement agréable de discuter avec toi. Je pense que j'aurais pu encore discuter pendant encore comme cool. Quelques heures, sans problème. Mais tu sais, je voulais voir un peu, justement, avec la relation de la course, puis de la F1, puis de tout ce qu'on peut voir aussi. Je sais que l'équipe de Ferrari, en 2023, vous avez un bel hommage, je pense à Gilles, avec le casque de Charles Leclerc qui avait été mis aux couleurs de Gilles. Vous avez invité au paddock à Montréal pour aller prendre des photos. Puis, on voit encore cette relation-là. Puis on dirait qu'encore aujourd'hui, malgré les exploits de plein d'autres pilotes, dans l'univers de la course, la légende de Gilles vit encore énormément, puis c'est encore très présent. Puis selon tous, ça va durer encore combien de temps? Je pense qu'il y a une fin à cette espèce de legacy, je vais prendre le mot anglais. Non, je sais pas, tu atteins le titre de légende avec le temps. Déjà, à moins que tu sois peut-être, évidemment, Ayrton Senna, qui était déjà une légende, ou Michael Schumacher, parce qu'ils ont gagné le genre de championnat qu'ils ont gagné. Mais Gilles, ça s'est dessiné sur plusieurs décennies.
et je pense par ses qualités de pilote et ses qualités d'être humain. Je pense qu'il a beaucoup touché le peuple en Italie, même les amateurs ici. Tout pilote, toute personnalité sportive ont un bassin de fans, je comprends ça. Mais Gilles, je pense qu'il y avait une relation avec ses fans qui était très touchante. Je pense qu'elle était très proche. Il était très lui-même. Je pense que l'image qu'il portait de lui-même, c'était pas quelqu'un qui avait tout d'un coup la grosse tête. Puis il était accessible aux journalistes, il était accessible aux gens, il était fin. Il était toujours ouvert à parler, content de parler. Fait que je sais pas si ça, c'est une partie qui définit sa personnalité, qui reste avec le temps, parce que pas tous les pilotes sont accessibles de cette façon-là. Pas du tout. Et deuxièmement, même s'il n'a pas gagné le championnat, je pense que sa qualité de pilote, aujourd'hui, avec le temps, on peut encore voir que il était légendaire dans sa façon de handler une voiture et les choses qu'il était capable de faire. Et je vais juste t'en donner une. Je sais pas si tu as vu la course de Montréal 1981. J'ai pas vu, non. Bon, je te dirais de faire une recherche sur YouTube. Ouais. Gilles Villeneuve, Montréal 81. C'était une course dans la pluie. En 80-81, la Ferrari, c'était, je vais le dire gentiment, là, mais c'était une poubelle. C'est comme ça que même Gilles l'avait décrit. C'était vraiment pas une bonne voiture. Elle était extrêmement lourde, difficile à conduire. Mais elle avait un moteur turbo qui faisait qu'elle pouvait aller rapide dans les lignes droites en 81, mais très difficile à contrôler dans les virages. Et elle perdait beaucoup de temps. Et mais c'était donc il y avait la misère à bien performer cette année-là. Mais à Montréal, il était troisième à ce moment-là. Et puis je pense dans un dépassement de quelqu'un, il a comme accroché son aileron avant. Et puis une couple de tours plus tard, l'aileron avant, il s'est retourné vers le haut et était complètement devant lui. Et il ne voyait absolument rien. Et il est sous la pluie, il est en troisième position et il continue à piloter en voyant rien. Et il l'a dit par la suite que il pilotait en regardant sur les côtés et il naviguait en regardant sur les côtés et il n'a pas ralenti. Il a ralenti légèrement, mais à peine. Et on ne l'a pas fait rentrer au puits. On ne lui a pas donné un drapeau noir. Et évidemment, à un moment donné, il dit, bon, il faut que cet aileron-là s'en aille. Fait qu'il s'est organisé à un moment donné pour, je ne sais pas si c'est avec les freins en freinant, en sortant d'un virage. L'aileron avant, ça aurait pu y arracher la tête, là, mais l'aileron avant se décroche de la voiture. Donc, il n'y a plus d'aileron avant. La voiture commence à slider comme ça parce qu'il va perdre le contrôle. Ben oui. Il garde le contrôle, il retient le contrôle incroyablement et il continue on his merry way à faire la course. Et je sais pas, peut-être une dizaine de tours plus tard, il finit troisième. Je ne sais pas quel pilote serait en mesure aujourd'hui de faire ça. Fait que quand tu vois quelqu'un faire ça, tu te dis, c'est débile. Je ne sais même pas comment le décrire. C'est avec certaines de ces... on va dire des feats, des prouesses. Des prouesses, c'est ça, qu'il a fait dans certains de ses circuits. Mais je pense qu'il y avait toujours quelque chose à dire. Gilles sortait de l'ordinaire. Il arrivait toujours à faire de quoi à un moment donné dans une course ou dans un Grand Prix qu'il fallait que quelqu'un parle de ça parce que c'était wow. Et puis personne n'a jamais vu ça d'un autre pilote. Fait que c'est vraiment quelqu'un d'unique. Et je pense que c'est ça qui dessine, donne la couleur maintenant à sa légende. Et c'est pour ça que j'aime en parler, parce que je trouve ça fascinant. Ça paraît. C'est beau. C'est beau t'entendre. Écoute, je bois tes paroles, littéralement. Donc, je l'ai tatoué l'histoire automobile. Et là, on va avoir un film bientôt qui va nous aider encore à continuer ça. Dis-nous, quand est-ce qu'on attend ce prochain film-là? Ça va l'année prochaine. Ça va sortir. Villeneuve, l'ascension d'un champion. OK. Mais écoute, don't quote me parce que c'est encore en... Oui, non, mais écoute, ça va être travaillé probablement. Pour étudier les gens qui écoutent le meilleur podcast en ville. L'ascension de champion, c'est vers ça qu'on s'en va. Et puis, on espère une sortie l'année prochaine. Ben, c'est super, mais merci beaucoup, Mélanie, d'avoir pris le temps aujourd'hui. Ça fait vraiment, vraiment très agréable. Tu sais, je suis contente de cette conversation-là parce que ça nous a comme servi un peu à découvrir des facettes de toi, mais aussi de ton père, puis de voir un peu la relation qui s'en est dessinée également. Puis on dirait que j'ai rien qu'envie de nous servir un petit bol de soupe puis de profiter de ce moment-là encore. J'ai comme pas envie que ça arrête. Cool. Mais merci énormément pour ton temps. Puis de mon côté, je vous invite à suivre les réseaux sociaux de RPM pour découvrir le prochain épisode qui va être disponible très, très bientôt, après dire la semaine prochaine. Je vais aussi prendre quelques minutes pour remercier Automobile en direct de présenter cette première saison. Je trouve ça important de le rappeler parce que c'est encore grâce une fois à eux qu'on est là. Donc, merci beaucoup, Automobile en direct. Vous pouvez suivre le podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, iHeartRadio. En tout cas, je l'ai aussi presque tantôt avec Mélanie, mais c'est pas ça, il faut le dire. C'est quoi? C'est
iHeart. iHeart. En tout cas, je trouve ça dur à dire, mais vous pouvez le suivre aussi là. C'est une magnifique plateforme. Et voilà, je termine ça comme ça en vous disant que mon nom, c'est Samuel Tremblay-Michaud. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. J'aime ça, faire le podcast. C'est grâce à vous que je peux le faire. Je vous aime fort. À bientôt. Bye-bye. Le podcast RPM vous est présenté par Automobile en direct. Automobile en direct, ton auto, on le direct.